Implantation. Pour réaliser une implantation, il est nécessaire de posséder le plan de situation. Plan de masse, le plan de géomètre et le plan de fondation. Monsieur Catino, donc je vous demande de mettre cet axe-là. Donc l'axe ici. Le conducteur de travaux et le chef de chantier définissent les axes de référence nécessaires à l'implantation. Et vous me rapportez un deuxième axe sous l'autre bâtiment. Donc on met un deuxième axe ici, sur l'extérieur béton aussi, Voilà. Y2. La cotation des plans d'exécution est rattachée à ces axes. Les points de niveau NGF et les axes de référence sont reportés sur des ouvrages fixes par le géomètre. Ces points de référence sont sauvegardés jusqu'à la fin du chantier. Ici, ce point de référence, situé dans une zone de terrassement, est signalé par un rubalise. Ce point est reporté sur un ouvrage fixe. Encore un petit peu, c'est bon. Les axes des murs sont reportés sur les chaises à partir du plan de fondation. Le plan de fondation définit les axes de fil. Le chef de chantier implante les chaises sur le plan. La position des chaises tient compte des terrassements et des zones de circulation. Les piquets sont profondément enfoncés. La stabilité est renforcée par un patin de béton. Une planche en diagonale stabilise cette chaise haute. Les axes sont tracés sur les chaises. L'axe est repéré par un clou. L'épaisseur du mur est repérée par ces deux clous. Cette mesure correspond à la longueur du bâtiment. Ici, la mesure n'est pas prise de niveau. L'implantation du bâtiment est fausse. Pour être précis dans les prises de mesure, les chaises doivent être de niveau entre elles. Un trait de niveau définit la hauteur des planches. Une planche suffisamment épaisse est clouée de niveau à l'arrière des piquets. Les chaises sont signalées et conservées jusqu'à l'élévation des murs. Encore un peu. Le point de référence est reporté sur la chaise. Viens à droite un petit peu, c'est bon. C'est bon là, je cloue? Vas-y, clou. À partir du point de référence, l'axe de la file est tracé en premier. Pour éviter les risques d'erreur, les cotes sont cumulées. En additionnant les cotes entre axes, on évite les erreurs de report
et les imprécisions de traçage. Le cumul des différentes mesures doit être égal à la cote totale. Jamais les cotes ne doivent être mesurées sur le plan. Le plan de terrassement définit les niveaux et les talus. L'emprise du bâtiment définit l'implantation du terrassement. Dans le cas d'un terrassement avec talus, il faut tracer les pieds de talus, et les têtes de talus. Un point de niveau est tracé à proximité. Les réseaux enterrés sont repérés. L'axe de la file est descendu au sol. Les fouilles en rigole sont implantées. Les fouilles sont tracées au plâtre. Le prolongement du traçage permet de conserver l'alignement des fouilles pendant le terrassement. Un point de niveau NGF est matérialisé à proximité. Terrassement en pleine masse. Un débroussaillage peut être nécessaire avant d'implanter les fondations. C'est bon? Encore un peu. Ah, c'est bon là. Le décapage permet la récupération de la terre végétale qui est stockée pour sa réutilisation. Lors du terrassement, la chaussée doit être maintenue propre aux abords du chantier. Le nettoyage des roues et le balayage de la chaussée sont indispensables. Ici, le terrassement en pleine masse nécessite un talus, une rampe pour les engins et un moyen d'accès pour le personnel. En général, la nature du terrain ne permet pas la réalisation de parois verticales dans le terrassement. Pour éviter les glissements de terrain, un talus est nécessaire. L'angle du talus est défini par le rapport de sol. En règle générale, on applique une pente minimale de 1 pour 1 qui correspond à un angle de 45 degrés. Ici, pour un terrassement de 3 mètres de profondeur, la tête de talus est déportée de 3 mètres. Pour un terrassement en pleine masse, les pieds des talus sont tracés en retrait de l'ouvrage à au moins 1,50 m. Cette distance
permet la mise en place des coffrages et la circulation des ouvriers. La tête du talus est tracée. Les garde-corps sont posés en retrait par rapport à la tête de talus. Le terrassement commence au trait du pied de talus. Une bâche imperméable protège le talus des eaux de ruissellement. La bâche est maintenue par une planche. Un merlon de terre fixe la bâche en partie basse. La réalisation d'une rigole en tête de talus recueille les eaux de ruissellement. Voici un stockage de bastin près de la tête de talus. La charge fait glisser le terrain. Tout stockage près de la tête de talus est interdit. L'éloignement de la zone de stockage est fonction de la nature du sol et de la charge à stocker. Un contrôle permanent assure le bon niveau de terrassement. Il est dangereux de travailler ou d'être présent autour des engins. Il est interdit de se tenir dans la zone d'action de l'engin. Lors du terrassement, il convient d'être vigilant en présence de réseaux ou d'ouvrages enterrés. Ils sont généralement indiqués sur les plans ou peuvent être découverts lors du terrassement. Les réseaux enterrés sont en général repérés par un grillage avertisseur. Le grillage avertisseur est positionné à environ 20 cm au-dessus des canalisations. Terrassement des fouilles en rigole. Les fouilles sont tracées au plâtre. Le godet est choisi en fonction de la largeur de la fouille. Lors du terrassement, une poche d'air avec de l'eau est découverte. Toute modification dans l'aspect du terrain est signalée au chef de chantier. La profondeur est contrôlée. Cette profondeur respecte la cote hors gel. Voici une fondation enterrée. Sous l'action du gel, l'eau contenue dans le sol gonfle la terre, augmente le volume et fait monter l'ouvrage. Le dégel fait redescendre l'ouvrage. Dans ce cas, une des semelles est dans la zone gelable. La partie avant monte et des désordres apparaissent.
Les fondations doivent être assises sur un sol hors gel. Cette cote de profondeur varie en fonction des zones géographiques. Ici, la cote hors gel est de moins 80 cm. Le fond de fouille est nettoyé pour enlever la terre décomprimée. Les piquets correspondent à la rase du béton de propreté. Ces points servent aussi de guide pour maîtriser la profondeur du terrassement. Le fond de la forme doit être plan et propre. Les bords de fouille sont fragiles. En cas de coulage des fondations en pleine fouille, les parois doivent être alignées et dressées. Dans le cas d'un terrain en pente, les semelles sont coulées en redans. Le béton de propreté est coulé immédiatement après le terrassement pour empêcher la décompression du sol. Le béton de propreté est nivelé. Choix du système de fondation. Le choix du système de fondation dépend de plusieurs paramètres. L'étude du sol, l'environnement, le type de l'ouvrage et son utilisation. Le rapport de sol permet de connaître la constitution du terrain. Chaque couche du sol a une résistance différente. Le bureau d'études recherche le bon sol et détermine le taux de travail. Ici, nous recherchons quel poids peut supporter le sol sans se tasser. Jusqu'à 3 bars, aucun tassement n'apparaît. Le sol se tasse à partir de 3 bars, c'est-à-dire 3 kg au centimètre carré. Une cote d'ancrage est définie par rapport à cette mesure. L'eau, présente dans les couches du sol, participe à sa cohésion. Ce bâtiment traverse une nappe d'eau. Une venue d'eau accidentelle s'infiltre dans le bâtiment. Un pompage excessif et prolongé aspire l'eau en entraînant les fines, ce qui modifiera la cohésion du terrain. Dans le choix du type de fondation, l'environnement impose aussi les contraintes, lorsqu'un bâtiment existant est mitoyen de la construction. Lorsqu'un bâtiment est construit sur un terrain en pente. Lorsqu'un immeuble est situé près d'un cours d'eau ou à proximité d'un réseau de chemin de fer. D'autres critères influent également sur le système de fondation. Un immeuble de grande hauteur. Un ouvrage enterré
ou la méthode de réalisation. Ici, un chantier réalisé en top. Une erreur dans le choix du type de fondation entraîne des désordres importants dans la structure du bâtiment. Les fondations sont une partie importante de la construction. Voici un terrain naturel vu en coupe. Cet immeuble de 5 étages a un poids de 1000 tonnes. Sans fondation, l'immeuble s'enfonce dans la terre. Voici un terrain avec talus. Les fondations reportent le poids de l'immeuble sur le bon sol. Les fondations sont classées en 3 catégories. La première catégorie est composée de fondations superficielles, des semelles filantes, ici des semelles isolées, et ici un radier général. La deuxième catégorie de fondation est une fondation semi-profonde. Ici, des puits. La troisième catégorie de fondation est la fondation profonde. Ici, des pieux. Et ici, des parois moulées. Réalisation des fondations sur semelle. Le béton de propreté est réalisé avec une couche de béton maigre d'environ 5 cm d'épaisseur. Ce béton de propreté facilite le nettoyage du fond de fouille. Cette fouille est sans béton de propreté. Le fond de fouille est à 1 mètre. Lors d'une pluie, l'eau détériore la compacité du fond de fouille. Cette terre doit être enlevée pour retrouver le bon sol. Maintenant, le fond de fouille est plus bas. Le rôle du béton de propreté est aussi de niveler le fond de fouille, de permettre le traçage, de garantir la propreté, la position et l'enrobage des aciers, et d'assurer une bonne mise en œuvre du coffrage. L'axe de la file est reporté sur le béton de propreté. La largeur de la semelle est tracée. Les réservations sont tracées. Les arrêts de coffrage sont cloués. Les joues sont posées. Les joues sont mises d'aplomb et stabilisées. Les joues sont alignées. Dans le cas d'armatures préfabriquées, un contrôle du montage est effectué à la livraison. L'étiquette est vérifiée. Les armatures des fondations sont posées.
La semelle sert à répartir les charges du bâtiment sur le sol. Cette semelle n'est pas armée. Sous la charge, la partie inférieure se déforme. Cette zone travaille en traction. Cette semelle est armée. Les armatures reprennent les efforts de traction. L'armature est composée d'aciers principaux, d'acier de chaînage, d'acier de montage, d'acier de reprise d'ouvrages verticaux. La complexité et la diversité des types de fondations obligent à respecter scrupuleusement le détail des plans de ferraillage. Il faut assurer le recouvrement des barres d'acier. Ce recouvrement est en règle générale de 50 fois le diamètre. La continuité des armatures dans les angles est assurée par des équerres. Les cales d'enrobage sont posées. Les réservations et les fourreaux d'hiver sont posés. Les attentes complémentaires sont ligaturées. Un clou marque la rase supérieure de la semelle. Les aciers et le fond de fouille doivent être maintenus propres. Ici, les mottes de terre sont enlevées. Les extrémités des aciers verticaux doivent être protégées. Un dernier contrôle permet de vérifier l'ensemble du coffrage et des armatures. Le chef de chantier vérifie que la composition du béton est adaptée aux fondations. La consistance du béton doit faciliter sa mise en œuvre. Tout rajout d'eau est interdit. Voici 2 semelles de béton qui viennent d'être coulées. Le béton de cette semelle a eu un rajout d'eau. Cette semelle a été coulée avec un béton sans rajout d'eau. L'eau rajoutée prend un certain volume dans le béton. Après la prise du béton, l'eau évaporée laisse des vides. Ce béton sans rajout d'eau est homogène. Le rôle essentiel du béton est de résister à la compression. La semelle ayant eu un rajout d'eau perd de sa résistance. La vitesse de coulage doit être maîtrisée pour éviter le déplacement des aciers. Le béton est vibré. Tout éboulis de terre tombé accidentellement dans le béton est impérativement enlevé. Le béton est arasé à la bonne cote. Un surfaçage plan facilite la reprise des murs. La position des attentes est contrôlée à l'aide du cordeau. Ici, les aciers sont mal positionnés. Les aciers sont redressés pendant que le béton est encore frais.
À l'ouverture d'un chantier, une importante préparation est réalisée. À partir des différents plans établis, le chef de chantier pose un certain nombre de repères. Le niveau de référence donné par le géomètre est rattaché au niveau général de France, NGF. Il correspond au niveau du sol fini du rez-de-chaussée. L'ouvrier procède à l'implantation générale des chaises. La chaise d'implantation est constituée de piquets et d'une planche horizontale appelée broche. Le dessus des broches sont toutes au même niveau. Ici, 2 clous en biais servent de repère d'axe. C'est à partir de ces repères que l'ouvrier va réaliser la semelle de fondation. Une semelle de fondation, c'est une fouille, un béton de propreté, un massif de béton avec des aciers en attente. Il y a 2 techniques pour réaliser une semelle de fondation. Voici le terrain vu en coupe. La semelle est coulée en pleine fouille. Ici, une semelle de fondation coffrée. Aujourd'hui, nous allons réaliser une semelle de fondation isolée et coffrée. Les dimensions de la semelle sont de 70 cm de longueur, 60 cm de largeur et 30 cm de hauteur. Ces dimensions sont lues par le chef de chantier sur le plan d'exécution. La profondeur de la fouille, alors la profondeur 65. 65. Voilà, ça c'est pour la fouille. D'accord? L'ouvrier implante la fouille. Pour la file 13, il mesure 95 cm d'un côté et 75 cm de l'autre côté de l'axe. Pour la file P, il mesure 80 cm de part et d'autre de l'axe. Les piquets matérialisent l'implantation de la fouille. Les piquets sont reliés entre eux par une ligne. Le rectangle ainsi formé matérialise les bords de la fouille. L'ouvrier trace l'implantation de la fouille avec du plâtre. L'ouvrier doit faire attention à faire dépasser les traces aux 4 coins. Un contrôle est effectué pour vérifier que les fils sont les bonnes et que les côtes reportées au sol sont exactes. Là, c'est bon. Donc, on prend cet axe. Alors, cet axe. Là. Alors là, on doit avoir 80. Bon. 80, c'est bon aussi. À ce stade, le responsable lui indique la profondeur de la fouille. La profondeur de la fouille. Alors la profondeur 65. La profondeur est de 65 cm par rapport à la plateforme. L'engin de terrassement creuse la fouille. La profondeur de la fouille est de 65 cm. Réalisation des fondations sur radio. Ici, le sol est de mauvaise qualité. Les fondations s'enfoncent sous le poids du bâtiment et l'ensemble bascule.
Le radier répartit les charges sur l'ensemble du terrain de faible portance. Le fond de forme est nivelé. Voici le radier à construire. La portance du terrain est uniforme sous le radier. Dans le cas de traversée de réseau sous le radier, la portance du terrain ne doit pas être modifiée. Ici, les réseaux sont concentrés. La portance du terrain est modifiée. Des désordres apparaissent. Les aciers sont posés sur un béton de propreté. Un béton de propreté garantit le calage et la propreté des aciers et permet le traçage. Ici, le traçage d'une réservation. Les rives du radier sont coffrées à l'aide de panneaux. Les panneaux sont assemblés. L'alignement du pied de coffrage est réglé à l'aide d'un coin. La tête du coffrage est maintenue et alignée par butonnage. Le radier nécessite un ferraillage particulier et important. Voici un radier non armé. Le poids du bâtiment provoque la déformation du radier. Des zones tendues apparaissent. Voici un radier armé. Ces zones de traction sont renforcées par les aciers principaux. La nappe supérieure est maintenue par des chaises. Un contrôle du diamètre et de la position des aciers est effectué. Le béton est mis en œuvre par zone sur toute son épaisseur. La vibration est réalisée avec une aiguille adaptée. Le surfaçage est adapté à la finition souhaitée. Pour ralentir l'évaporation de l'eau, un produit de cure est rajouté.